les profs ont fait un travail énorme parce que c'est justement, ils étaient vraiment le pont entre nous et la France. C'est-à-dire quand on est arrivé, quand on leur a expliqué notre histoire, ils ont direct voulu vraiment nous intégrer et faire en sorte qu'on s'intègre rapidement. Donc des cours de soutien de français, parfois les profs restaient au-delà de leurs heures pour nous aider à améliorer notre langage, notre écriture. Donc tout ce travail en amont a permis que nous puissions être mieux intégrés, mieux se sentir dans l'environnement et apprécier la France comme on l'apprécie aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans Lit Afrique. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir sur le plateau Grace Tulomba. Enchanté. Merci d'être venue. Merci. Alors, vous êtes restaurateur à Marseille, Oui. auteur du livre Le voyage de toute une vie, de Kinshasa à Marseille, publié par les éditions Gorsen. C'est ça. Un récit autobiographique qui raconte votre parcours remarquable de la République démocratique du Congo, Oui. en Angola, ensuite en Belgique, avant de terminer en France. C'est ça. Alors, votre récit commence par le départ brutal de votre famille en 2006 de Kinshasa, où vous êtes né. Alors, vous avez 13 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai 13 ans. Donc dans un premier temps, tout se passait super bien. Donc on avait du personnel à la maison. Donc tout se passait vraiment super bien. Mon père donc milite pour l'égalité, la justice, parce qu'il estime qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas au niveau du gouvernement. Certains membres du gouvernement abusent justement des biens publics et donc il veut dénoncer ça. Donc il crée un collectif avec ses amis où ils mettent ces problèmes-là en avant et ils mettent justement des difficultés que rencontre chaque jeune Congolais dans son pays. Et donc ça plaît pas dans un premier temps. Donc dans un premier temps, c'est que des menaces orales ou même on reçoit des courriers. Et puis au fur et à mesure, ça monte crescendo. Et quel était le contexte politique dans la RDC en ce moment? Le contexte politique en RDC, c'est toujours le même qu'à l'heure actuelle, c'est-à-dire que c'est la loi du plus fort, malheureusement, c'est celui qui détient le pouvoir, c'est celui qui dirige, c'est lui qui domine. Donc on ne peut pas vraiment dénoncer des choses, voilà. Et donc c'est pour ça que même ici en France, c'est un paradoxe. Parfois je dis à mes amis, vous imaginez pas la chance que vous avez de pouvoir dire des choses quand ça ne va pas, de pouvoir manifester au Congo, ça n'existe pas ça. C'est-à-dire que quand on commence à s'attaquer à un gouvernement ou à dire des choses qui ne vont pas dans le sens du gouvernement, très vite on devient la cible. La personne devient la cible avec sa famille de ce gouvernement. Donc, vous prenez, alors dans votre livre, vous racontez que dans votre salon, à la maison, il y avait un portrait de Nelson Mandela. C'est ça. Vous avez pris aussi à un moment le nom de Nelson comme faux nom pour vous protéger. Est-il une grande inspiration pour vous et pour votre famille? Oui, bien sûr, pour mon père, ça a toujours été une très belle inspiration parce que c'est un homme qui incarne beaucoup de justice, beaucoup de valeurs que mon père aujourd'hui a en tout cas essayé de nous transmettre à moi et mes sœurs. Donc ça a été toujours une inspiration dans la famille et mon père, ça en est toujours inspiré parce que c'était pour lui quelque chose, pour lui, un pays, ça se construit avec des hommes intègres. Et donc, il voulait justement essayer de reconstruire ça, de vouloir avoir des hommes intègres et faire du Congo quelque chose de bien, de beau. Et donc, forcément, Nelson Mandela était un peu son modèle à lui. Votre père aussi, c'était un modèle pour vous, parce que vous racontez dans votre livre, il y a un moment très mignon où vous dites qu'il vous regarde avec le regard d'un homme. Et ça, ça vous plaît énormément. C'est ça, c'est que très vite, j'ai toujours... J'en dois beaucoup à mon père parce que très vite, il m'a responsabilisé, c'est-à-dire qu'à l'âge de 13 ans ou même avant, c'est-à-dire il me donnait déjà des responsabilités, comptait sur moi, il me faisait comprendre que voilà, s'il n'est pas là, c'est à moi de prendre la relève et ça m'a beaucoup forgé. Et très vite, il a fallu être très mature parce que forcément, quand on te met comme ça sur un piédestal en quelque sorte et qu'on te dit, ok, c'est à toi de prendre le lead, c'est à toi d'être le grand frère et de jouer ce rôle-là quand je ne suis pas là. Donc forcément, ça touche énormément, surtout
surtout que moi, pour le coup, je suis le seul garçon et j'ai 5 sœurs. Donc forcément, ça aide beaucoup à faire grandir un enfant, oui. Vous arrivez d'abord donc en Angola. C'est ça. Sauf que là, les menaces vont vous suivre. Votre père serait même menacé physiquement. C'est ça. En fait, là, dans un premier temps, quand nous avons eu ces menaces, donc c'est monté crescendo, moi, à un moment donné, donc, pour vraiment faire cesser à mon père ses activités, ils m'ont pris en tant que monnaie d'échange en disant, mon père, on va prendre ton fils, on va le garder. Donc mon père, il était en voyage d'affaires, il a dû justement stopper son voyage d'affaires, revenir au Congo pour me faire sortir de là. Et donc, de plus en plus, les menaces devenaient vraiment très compliquées pour notre famille. On sentait que ça devenait vital. Donc, dans un premier temps, on a cherché à fuir du coup, dans un pays limitrophe qui était à côté. Donc, l'Angola nous paraissait la bonne solution parce qu'à l'époque, mon père connaissait du monde, donc, notamment des personnes placées en Angola. Donc, ça nous a permis de partir en Angola. Puis, en fait, les problèmes nous ont suivis là-bas. Et puis là, on a décidé de partir très loin et de partir en Suisse. Et voilà. Donc, des fils en aiguille, Suisse et... Donc on a pris un passeur qui devait nous amener en Suisse et puis voilà. La France n'était pas notre destination mais on est arrivé par hasard, on est resté par amour. J'adore cette phrase. Mais votre père, il est resté en Afrique. C'est ça, il est resté pendant ce temps-là, il est resté en Afrique parce que pour lui, il devait finir les choses et dans un premier temps, il s'est pas résolu à l'idée d'abandonner. Et c'est ce que j'admire énormément chez lui, c'est qu'il a une résilience. Je crois que c'est ce qu'il a aussi transmis à ma mère, parce que c'est quelque chose qui... Voilà, ça vraiment, c'est quelque chose que j'admire énormément chez lui, c'est que voilà, quand il commence un projet, quand il est dans quelque chose, il va jusqu'au bout des choses. Donc c'est super. Et je suis hyper admiratif de ça. Non, le mot résilience est intéressant parce que ça me rappelle le mot résistance. Vous racontez comment quand vous êtes arrivé en France, à Marseille, vous entendez dans la rue une refrain de musique de France Gall qui s'appelle Résistance. Donc, ce mot, c'est un mot qui est très important pour vous. Qu'est-ce que ça représente? Résistance ou même résister, pour nous, ça a toujours été le mot qui nous a toujours porté à notre famille. Quand on a eu un OQTF, donc obligation de quitter le territoire français, il fallait résister mentalement surtout parce que le plus dur, c'est pas le moment où on arrive en France, on fait une demande d'asile. Le plus dur, c'est le moment, l'attente déjà d'avoir la réponse. Et quand la réponse arrive, est-ce qu'elle est positive ou elle est négative? Si elle est négative, du coup, comment on fait? Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Parce que derrière, on sait que retourner au Congo, c'est pas possible. On a déjà fait un pas en avant, on peut plus reculer, mais du coup, en fait, il y a beaucoup de choses qui se mélangent dans la tête. Donc, il a fallu du coup se dire, OK, comment on vit ça, comment on résiste. Donc oui, résister, ça a toujours été un peu le fil conducteur de toute la famille. Donc, il fallait résister, être résilient sur beaucoup de choses. Et beaucoup de choses, il a fallu vivre ça comme ça, donc être courageux. Et comment avez-vous vécu le choc culturel au début, en arrivant en France? Le choc culturel, très difficile, très difficile. On est arrivé en France, je crois, au bout de 2-3 mois, on avait quasiment tous perdu entre 8 et 10 kilos. Parce que du coup, le seul fromage qu'on connaissait, nous, à l'époque, quand on était au Congo, c'était la vache qui rit. Donc, on ne connaissait pas d'autres fromages à part ça. Donc, quand on est arrivé en France, qu'on nous donnait le Munster ou qu'on nous donnait le Roquefort, par exemple. Roquefort, Camembert, pour nous, c'était des produits périmés. Donc, du coup, par réflexe, on mettait à la poubelle. Donc, on ne mangeait pas quasiment la moitié de ce qu'on nous donnait parce qu'on ne savait pas comment les utiliser, mais bon, Dieu merci, aujourd'hui, je suis un fan de cuisine et que j'adore maintenant le fromage. J'allais dire, en fait, est-ce que la cuisine vous a aussi aidé un peu à vous intégrer dans la culture française? Alors, pour le coup, c'est pas la cuisine qui nous a aidés, c'est vraiment plus les profs et l'environnement qui nous a beaucoup aidés. Et à chaque fois, d'ailleurs, je me pose toujours cette réflexion, je me pose toujours cette remarque, c'est si nous étions arrivés dans des quartiers nord, parce que dans un premier temps, nous sommes arrivés dans un environnement où on était dans le centre-ville de Marseille, donc on a été pris en charge par des assistantes sociales qui étaient juste au top. Et donc je me dis, si nous étions arrivés dans un premier temps directement dans des quartiers nord de Marseille, parce qu'après, plus tard, on est allé vivre, mais comment ça aurait pu se passer? Quelle aurait été la finalité de mon histoire ou même de celle de mes sœurs? Parce qu'aujourd'hui, chacune, il y en a une qui est ingénieure, une autre qui est avocate. Mais voilà, c'est beaucoup de questions comme ça que je me pose. Donc l'environnement a beaucoup joué. Vraiment, c'est les profs ont fait un travail
énorme parce que c'est justement, ils étaient vraiment le pont entre nous et la France. C'est-à-dire quand on est arrivé, quand on leur a expliqué notre histoire, ils ont direct voulu vraiment nous intégrer et faire en sorte qu'on s'intègre rapidement. Donc des cours de soutien de français, parfois les profs restaient au-delà de leurs heures pour nous aider à améliorer notre langage, notre écriture. Donc tout ce travail en amont a permis que nous puissions être mieux intégrés, mieux se sentir dans l'environnement et apprécier la France comme on l'apprécie aujourd'hui. Je pense que c'est ça qui nous frappe dans votre récit, c'est vraiment il y a un message d'espoir, je trouve, et de l'optimisme malgré tous les obstacles que vous avez traversés avec votre famille. C'est ça. L'idée de ce livre, ça a été surtout ça, d'apporter un message d'espoir et aussi changer le prisme par lequel on voit les jeunes issus de banlieues ou des quartiers. Parce que moi, aujourd'hui, je suis un chef d'entreprise, j'ai plus d'une vingtaine de salariés. Mais en fait, c'est aussi casser les idées reçues sur l'immigration. Vous savez, quand on parle d'immigration, généralement, on associe l'immigration à des gens qui viennent voler des emplois en France, à des gens qui viennent profiter des aides. Moi, pour mon cas, j'essaye toujours de parler de tout ce qui se passe et puis surtout d'utiliser mon cas personnel pour dire, vous voyez, l'immigration, c'est ça l'immigration. C'est-à-dire cet échange de culture et puis ce côté bénéfique que ça apporte. Aujourd'hui, j'apporte ma culture, j'essaye du coup, le partager à travers ma cuisine avec ma maman. Mais au-delà de ça, ça crée aussi de l'emploi. Donc, il y a aussi ça. Donc, l'idée, c'est de dire, OK, on parie, on fait un pari. Moi, ça a été mon cas, pour mon cas. Des profs ont fait un pari en disant, on parie sur ce jeune qui est là, qui aujourd'hui, peut-être en difficulté, mais dans l'avenir, il va réussir, il va aller loin. Donc, et moi, je ne le remercierai jamais assez pour cela. Donc aujourd'hui, j'essaye à mon tour de rendre un peu l'appareil des différentes manières, notamment en faisant des opérations où j'ai fait des repas à 1 euro pour les étudiants. J'essaye vraiment de m'intégrer dans la ville au niveau social parce que pour moi, l'idée, c'est de rendre un peu à ma manière tout ce qu'on m'a donné aujourd'hui et la chance que j'ai pu avoir en arrivant en France, quoi. Et aujourd'hui, vous vous définissez, vous vous identifiez comme français ? Oui, bien sûr. Comme une fois, un ami m'avait posé cette question. Du coup, si tu devais choisir entre la France et chez toi, tu dirais quoi? Je dirais, on ne choisit pas entre son père et sa mère. Moi, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, la France, c'est vraiment, pour moi, c'est autant chez moi que le Congo. Donc, je me sens bien, je me revendique autant français que congolais. Et pour moi, c'est un métissage énorme et cette chance que j'ai énorme de pouvoir vivre ici. Et voilà, je suis conscient de cela. Et puis après, j'essaye aussi à côté de mettre ces valeurs-là en avant et de surtout casser les idées reçues. Quand je pars dans des écoles ou dans des facs, je parle de mon histoire, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait moins ces idées reçues sur l'immigration, sur tout ce qu'on dit, on peut entendre à la télé, quoi. Merci beaucoup, Grace Tulomba, d'être venue aujourd'hui pour parler de votre livre « Le voyage de toute une vie » de Kinshasa à Marseille, publié par les éditions Gossin, d'avoir raconté votre parcours personnel inspirant. Merci. Et merci à vous, comme toujours, de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.